aux moyens d'action dont on a commencé à parler tout à l'heure, et aux moyens de résistance face aux assassinats politiques, notamment les moyens d'action de l'individu, du citoyen, qui sont relatifs à la circulation de sa parole. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Salim tout à l'heure, quand il a rappelé en tout cas en utilisant le texte de la Boétie sur qu'est-ce qui fait la faiblesse d'un tyran, qu'est-ce qui fait la faiblesse, enfin, quelles peuvent être les conditions de la fin de la tyrannie. Il a utilisé trois mots qui m'ont vraiment frappé, celui de publicité, de communication et, si je me souviens bien, simultanéité. Voilà. Et ça m'a beaucoup frappé. Pourquoi? Parce que ça renvoie directement à ce dont je vais essayer de parler. Il parlait de rupture du panoptique en utilisant un autre concept, rupture du panoptique tyrannique, si les mots sont exacts. Et donc, voilà, c'est à peu près de ça dont je vais parler, parce que, en commençant par ce qui s'est passé en Tunisie, à la suite de l'immolation par le feu du pauvre Mohamed Bouazizi, moi je me souviens, c'était un lundi, ou un mardi, oui, voilà, j'étais sur mon Twitter, et j'ai vu des correspondants, des gens qui sont dans mon réseau, qui sont des activistes, et qui tweetaient sans relâche des propos sur l'événement de Sidi Bouzid, à Sidi Bouzid. Et bon, au départ, j'ai pas pris garde, j'ai pas fait très attention à ce qui se passait, j'avoue. Je pense même que j'ai loupé un peu le début des événements, parce que c'était très habituel en fait. J'avais dans mon réseau Twitter beaucoup d'activistes, enfin quelques-uns en tout cas, tunisiens, qui parlaient, enfin en tout cas qui racontaient ce qui se passait dans leur pays. En tout cas, à un moment donné, j'ai vu que ces gens-là se sont mis à tweeter la photo ou la vidéo, je ne me souviens plus, de Mohamed Bouazizi, et que ça a fait un embrasement général tellement énorme que je me suis dit, il y a forcément quelqu'un qui manipule derrière. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, précisément, ça se passe? Pourquoi est-ce que ces citoyens-là communiquent de manière suractive, si je puis dire, sur ce fait-là? Bon. Pourquoi je parlais de ça? Parce que finalement, avec Félix et un peu Camille, on s'est dit, en tout cas j'ai émis l'idée suivant laquelle un des moyens de limiter en tout cas, ou de réparer les conséquences liées aux assassinats politiques était la circulation de la parole, avec les nouveaux moyens technologiques. On est dans une période aujourd'hui qui, depuis l'invention de l'imprimerie, est une période révolutionnaire au niveau de la circulation des idées et des propos. Au XVIe ou au XVIIe siècle, quand vous vouliez envoyer une information à une bibliothèque en Allemagne et que vous étiez à Paris, ça prenait 3 semaines, 2 semaines, le temps du cheval. Aujourd'hui, cela va beaucoup plus vite, c'est la vitesse de la lumière. Donc finalement, on a une circulation comme ça rapide des idées. Et aussi, pour revenir à la question de la simultanéité, on a la possibilité d'être en contact avec, en tout cas, cette possibilité-là, elle est peut-être virtuelle, mais vous avez la possibilité d'interpeller à peu près qui vous voulez sur Terre. Même le président des États-Unis. Vous pouvez lui dire sur Twitter, écoute, Barack Obama, tu es nul. Voilà, et il peut vous répondre. Donc en tout cas, on est à un moment donné où finalement penser les conditions de la circulation de la parole sur les réseaux peut être une piste qui va permettre en tout cas de limiter, en tout cas de mobiliser et d'organiser les citoyens. C'est ça. Ce n'est pas une parole qui circule comme ça et qui informe X ou Y un peu n'importe comment, c'est une parole qui va circuler dans le but d'organiser et de mobiliser des personnes pour une cause. Par exemple, quand Félix m'a envoyé le texte
Stéphane, je lui dis tout de suite, écoute Félix, je connais ce site, on fait une pétition, on va la diffuser, et ça peut intéresser les gens. Voilà, c'est un moyen, et Stéphane, vous disiez tout à l'heure que justement, vous étiez surpris que finalement, ce n'est pas le canal traditionnel de Libération ou du monde, en tout cas des médias dits mainstream, qui a apporté, enfin, en tout cas, les quelques signataires de la pétition. Donc ça me paraît intéressant de souligner cela. Je vais surtout m'attarder ici à un problème. C'est que un problème qui, en tout cas, nous touche, nous préoccupe beaucoup, Internet sans frontières, l'organisation au nom de laquelle je suis ici ce soir, c'est le problème comment dirais-je, des moyens qui sont mis pour finalement freiner aujourd'hui cette circulation de discours qui devient problématique. Les États se retrouvent, les États où les personnes qui ont une influence, je pense notamment aux multinationales, je pense à tout un système finalement pas de domination, mais en tout cas les acteurs en puissance aujourd'hui, certains d'entre eux, pour la plupart, voient d'un très mauvais œil cette circulation quasi anarchique, quasi chaotique, et vont mettre en œuvre des moyens de la faire, en tout cas de la limiter ou de la contrôler. Et que c'est là finalement un des, comment dirais-je, un des défis majeurs pour les démocraties, en tout cas pour nous, au XXIe siècle. Le défi majeur, c'est organiser, en tout cas limiter cette limite à la liberté de circulation de l'information. Voilà. Comment ces limites se font jour, quelle réalité finalement il y a derrière les limites à cette circulation de la parole. Bon, je vais prendre un exemple très français pour le coup. L'année dernière, lors de l'élection présidentielle, des comptes Twitter, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est Twitter dans la salle, oui je pense, oui. Oui. Des comptes Twitter qui se moquaient un peu de l'ancien président Sarkozy ont été supprimés. Sur ordre de qui? De c'est Twitter lui-même l'entreprise qui a supprimé ces comptes-là. Et nous, quand on est allé regarder un peu de plus près, on a vu qu'une semaine avant que Twitter ne prenne cette décision, le conseiller de Sarkozy à la communication avait rencontré le président de Twitter. Donc ça paraissait quand même un peu, ça c'était pas une preuve, mais c'était un indice qu'il y avait une circulation, il y avait en tout cas une tentative, des soupçons qui pesaient sur Twitter. On a démontré ensuite que c'était le cas. Un autre exemple en rapport avec toujours plus ou moins avec la France, la Libye, tout le monde a entendu parler de l'affaire Amésis en Libye et de la vente de matériel qui permettait de capter la parole des dissidents. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, de manière quasi certaine, des entreprises européennes, c'est ça qui est inquiétant, ont vendu à la Syrie, à la Libye, j'en parlais tout à l'heure, mais à beaucoup d'États, des moyens de contrôler la circulation de la parole de leurs leaders d'opinion, de leurs journalistes, des dissidents politiques, par exemple, qui sont dans leur pays. Et en toute légalité par rapport à nos lois en Europe. Donc la crainte, en tout cas que nous avons, c'est que finalement ces laboratoires mis à disposition, ces autres pays dans lesquels on a testé ces produits-là, finalement ont été des laboratoires qui vont permettre, qui peut-être permettent déjà sans que nous le sachions, je vais grossir le trait de manière, en tout cas permettre de tester des produits qui nous seront appliqués, en tout cas qui seront ensuite mis en œuvre dans les démocraties occidentales. Voilà. Donc ça, ce sont des questions qui nous préoccupent. Je vais enfin parler de la question aussi du whistleblowing. C'est un terme
anglais. En français, il y a plusieurs traductions, mais celle qui m'intéresse et que j'aime bien, parce qu'elle reflète un peu l'idée de ce que ça veut dire, c'est la question des lanceurs d'alerte. Pour revenir aux assassinats politiques, est-ce que un moyen de les limiter, ce n'est pas finalement ou bien de faire avancer les enquêtes qui sont relatives aux assassinats, est-ce que ce n'est pas de permettre, puisque Internet, les nouveaux réseaux induisent une forme de radicalité de la transparence, est-ce que ce n'est pas non pas de donner un droit à la dénonciation des agents de l'État, des agents étatiques, mais en tout cas réfléchir à un cadre qui les protégerait si ils rompent le secret lié à leur fonction. Par exemple, je suis en ce moment à l'Assemblée nationale française, il y a un texte, pas un texte, mais il y a une demande d'enquête parlementaire déposée par, je pense, le Front de Gauche, Europe Écologie Les Verts, enfin, des députés de ces deux partis-là, qui demandent la vérité sur l'assassinat de Thomas Sankara, un homme politique africain assassiné en 86, si mes souvenirs sont exacts. 87, si mes souvenirs sont exacts. Et voilà. Est-ce que finalement, si cette demande d'enquête parlementaire, elle contient des éléments qui disent nous on a de forts soupçons de l'implication des services secrets français dans l'assassinat de cet homme politique, etc. etc. Est-ce que si demain, moi je suis soit un ancien agent des services secrets à la retraite, ou bien toujours en activité, un officier, est-ce que si je trouve que cet acte-là est un acte indigne et que c'est un acte finalement qui a eu des conséquences très importantes ou par rapport à ma propre conscience, est-ce que si je décide de divulguer ces informations à Mediapart, je peux perdre mon travail, ou est-ce que je peux être même condamné parce que voilà. Voilà, est-ce que voilà. Bon, est-ce que finalement est-ce que c'est idiot, enfin pas c'est idiot, est-ce que une réflexion sur la protection des lanceurs d'alerte à l'heure d'internet aujourd'hui est possible. Enfin, je vais terminer parce qu'il aurait peut-être été avec nous ce soir du plus célèbre lanceur d'alerte Julian Assange. Là, on voit vraiment une limite matérielle même des principes qui fondent comment dirais-je, les démocraties occidentales. La liberté d'expression, c'est un principe fondamental. Or, dans la plus grande démocratie occidentale, sa capitale, on a un journaliste qui est reclus dans une ambassade parce qu'il a divulgué, je sais pas, enfin, on a une omerta, enfin, ça commence à changer parce que justement, il y a des activistes et des journalistes qui trouvent ça très, très bizarre. L'organisation finalement de son assassinat digital, l'assassinat de sa parole, avec des choses qui sont, qui touchent vraiment au cœur de la démocratie. La circulation, la liberté d'expression, si elle n'est pas là, que vaut la démocratie? Donc, et on voit une limite claire à ce qu'Internet a apporté. C'est-à-dire que au changement, la radicalité de la transparence dont je parlais, induite par Internet. Julian Assange, il a diffusé ce qu'une de ses sources lui a transmis. Il a diffusé des câbles diplomatiques d'une puissance et il les a diffusés pas n'importe comment. Il a fait un consortium d'une centaine de journalistes, des meilleurs journalistes entre guillemets du monde, New York Times, Le Monde, etc., qui étaient donc tous, s'il avait commis une infraction, des complices qui ont fait dans un processus de curation de l'information, qui l'ont traité, sélectionné, diffusé. Ensuite, et pour voir aussi comment dirais-je, même la peur de ces journalistes, parce que à partir du moment où le pouvoir politique a décidé que Assange était un traître, un criminel, finalement un agent, enfin je sais pas, des choses complètement absurdes, parce que ces informations, il ne les a pas communiquées au gouvernement de la Russie ou de la Chine, il les a communiquées au public. Alors, il a informé les gens. Donc il a informé finalement les citoyens occidentaux en premier, puisque c'était les grands journaux de l'Occident. Donc là on voit clairement une limite
à la liberté d'expression et en tout cas quelque chose sur lequel il va falloir réfléchir. Et sa source, elle est comment dirais-je, elle est dans une pièce où on l'empêche, enfin elle est torturée psychologiquement. Il a le droit de dormir 10 minutes toutes les heures, enfin c'est de la torture depuis 2 ans, je parle de Bradley Manning. Donc on est là vraiment dans autre chose. Et finalement, est-ce que aussi une des manières, je terminerai par là, de lutter contre les assassinats politiques, ce n'est pas d'encourager le whistleblowing et finalement de aussi laisser, en tout cas faire confiance à l'intelligence collective des gens, faire confiance à leur capacité finalement de recevoir une information et de l'envoyer à leurs voisins, à leurs amis. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de lutter contre les assassinats politiques? Voilà. Je termine.